Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens à être très clair, vous n'êtes pas à Imagine ce soir, vous êtes chez Valumen et Viséo, parce qu'en réalité, les vrais organisateurs sont là, je les salue et je les remercie avec beaucoup d'amitié. C'est Nicolas Doucerin et Éric Perrier, qui ont pris Imagine par la main, pour ce qui concerne les pathologies du neurodéveloppement, on va en parler, et qui ont fait beaucoup plus que ça eux-mêmes et leurs entreprises, mais qui ont attiré à Imagine un cercle d'amis, d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs souvent, qui sont devenus des ambassadeurs, qui ont eux-mêmes, etc. Et ça fait un amphithéâtre plein ce soir à l'Institut. Donc c'est vraiment, merci beaucoup Nicolas, merci Éric, vous faites quelque chose d'absolument épatant dans un domaine, et c'est la deuxième chose que je voulais dire, qui est d'une très grande importance. En écho à la journée de samedi sur les 10, qui était la journée nationale, ou voire internationale, je crois, des 10, la 16e journée, vous avez choisi de nous demander qu'est-ce que vous faites pour ça. Et c'est une question qu'on se pose régulièrement. Est-ce qu'Imagine répond aux besoins de santé massifs par les approches de génétique des troubles du neurodéveloppement? La réponse est oui, et vous allez avoir des scientifiques, des médecins, des chercheuses. Il y a un homme, pardon, et des chercheurs et chercheuses. On va faire ce masculin qui l'emporte, qui vont vous répondre et vous montrer leurs approches. Et c'est des approches qui sont assez caractéristiques de ce que l'on chérit à l'Institut, c'est-à-dire de commencer par les formes peut-être les plus extrêmes, les plus prononcées, les plus familiales, les plus syndromiques, les plus imagées par l'IRM ou remarquables par la biologie, que nous essayons d'attaquer certaines des questions. Il y avait ce matin une conférence à l'Institut où on parlait des scores de risque polygéniques dans les grandes cohortes, par exemple de troubles autistiques. C'était notre ami Thomas Bourgeron de Pasteur, qui est à l'autre bout du tunnel, qui va prendre des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de patients et d'essayer d'en tirer des leçons très pertinentes. Il faut qu'on se rapproche d'eux, et c'est tout ce travail par deux extrémités d'un problème massif que l'on voudrait illustrer. Et puis pour ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas encore mis un premier pied dans Imagine, je voulais vous dire un petit peu ce que c'est que cet Institut des maladies génétiques, Imagine. Ça veut dire beaucoup d'autres choses. Imagine, bien sûr, ça véhicule un symbole très fort. Ça veut dire qu'on peut espérer inventer, innover pour nos enfants et les familles dont nous avons le soin, et qui viennent à l'Institut, qui sont 30 à 32 000 consultations par an. Ces enfants, ces familles ne sont pas d'autres enfants et familles que celles de Necker Enfants Malades, mais qui sont confiés à Imagine, avec les médecins de la PHP et de Necker, avec les universitaires de Paris-Cité et les chercheurs de l'INSERM, bien sûr, qui sont mobilisés, mais ils sont mobilisés pour un projet qui dépasse un peu ces fondateurs que je viens de vous citer, et qui se sont donnés pour mission de l'accélérer grâce à notre Institut. Notre Institut Imagine, qui a été pensé par Claude Grisselli, avait pour prémisse de dire il faut se rassembler en un même endroit, il faut que les patients y soient en majesté, et les consultations de l'Institut, dont le socle sont les 31 centres de référence maladies rares qui le fondent, l'illustrent. Il faut que les chercheurs y soient, et il y a 4 étages de recherche avec 23 laboratoires dans l'Institut. Et puis il y a même des laboratoires et des projets qui sont hors mur, hors institut. Je pense à Nathalie Bodart qui anime un laboratoire sur l'imagerie cérébrale. L'IRM de Nathalie a été en partie financée par Imagine, mais on ne va pas l'installer ici, ce serait idiot. Elle est installée dans son service hospitalier. Ça vous montre quelque chose d'intéressant qu'on essaie de cultiver, c'est qu'Imagine l'anti-tour d'ivoire, c'est-à-dire que tout Necker doit s'y trouver chez lui, et inversement, Imagine peut essayer d'aider, pièce par pièce, à labelliser, à donner un coup de projecteur sur des projets de notre campus Necker Enfants Malades. C'est un duo inextricable. C'est pas facile à monter, et ça a été possible grâce à une fondation privée. Et je voudrais terminer là-dessus, parce qu'au fond, si Nicolas et si Éric ont choisi cette cause, c'est que je pense qu'il y a un petit peu d'agilité, de flexibilité d'une fondation de droit privé assise sur les partenaires publics, où au conseil d'administration de la fondation, ils sont là tout à fait noblement et au plus haut. Mais entre les conseils, on a mission, mes amis, mes collègues et moi, d'aller vite, d'accélérer. Pas faire n'importe quoi, mais de le faire vite,
si possible bien, et de ensuite rendre ce compte-là à notre conseil d'administration. Voilà ce système que vous, entrepreneurs, pour vous, c'est le B à bas. C'est vraiment le tous les jours. Pour nous, ça a changé énormément. La deuxième chose qui a changé, c'est le label d'institut hospitalo-universitaire. Ça veut dire qu'on a été soutenu par les investissements d'avenir. Deuxième mot qu'on a eu à apprendre après conseil d'administration, c'est investissement. Parce que dépenser, on est très bon. Mais alors là, je peux vous dire qu'on dépense, mais on est excellent. Investir, c'est un mot qui n'était pas dans notre vocabulaire. C'est-à-dire prendre l'argent que la nation nous a consenti et le mettre là où on va pouvoir espérer à notre tour, non pas le rembourser, c'est un petit peu primitif, simpliste, mais l'investir pour que le lever à notre tour. Et l'action des jeunes entrepreneurs pour Imagine est exactement dans cet axe, c'est de dire ils sont là pour faire partie de ceux qui vont nous laisser espérer qu'on pourra à notre tour un jour lever l'argent que la nation nous avait investi. Voilà le principe. C'est le principe aussi de la campagne Grand Donateur. Un petit mot technique sur la soirée. Vous êtes au sommet de l'Institut. Ce n'est pas anodin. On a voulu que la diffusion de la connaissance, les conférences grand public soient au sommet et pas comme souvent dans les sous-sols d'un bâtiment. Donc c'est d'ailleurs une des grandes fondations donatrices de l'Institut, la fondation Meyers, de Jean-Pierre et Françoise Meyers, la fondation Bettencourt-Schuller, qui a fait le dernier geste architectural d'Imagine en disant « Allez, on ne les laisse pas comme ça, il faut qu'ils aient un bel outil de communication, vous y êtes ». Et puis deuxième précaution de style, c'est que comme vous êtes dans un bel amphithéâtre, la soirée est filmée, pas en direct du tout. Et d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, il y a des éléments qui pourraient être coupés. Elle est centrée sur les orateurs. Mais je vais laisser maintenant Nicolas et Eric, dans l'ordre qu'ils veulent, présenter. Bonne soirée. Je reviendrai juste pour vous présenter mes collègues au fur et à mesure de leur intervention. Merci Stanislas. Je crois que nous avions 10 minutes à partager à 3, donc Stanislas, il nous reste qu'une minute. Moi, je ne sais pas raconter des histoires courtes. Je voudrais simplement vous dire que lorsque j'ai lancé cette initiative, parce que j'étais concerné, mon fils à l'âge de l'Institut, et effectivement, j'ai rencontré un environnement incroyablement que je n'imaginais pas, où au quotidien se rencontrent des patients, dont des enfants, des parents, des chercheurs, du public, du privé, la volonté également de faire avancer la recherche pour créer de la valeur. Je n'imaginais pas retrouver un écosystème comme celui-ci au sein d'un hôpital. Donc l'idée que nous avons eue pour essayer de faire avancer, on va dire, cette dynamique, c'est de trouver un nouveau canal pour communiquer sur ce qu'on fait à l'Institut. Donc notre engagement, c'était de dire, on va vulgariser, on va expliquer. On va le faire sur des thèmes qui nous touchent personnellement, et Nicolas l'exprimera tout à l'heure avec son expérience. Et puis on va le faire comme on l'a fait dans notre vie professionnelle, comme des entrepreneurs. Donc en se disant qu'on souhaitait créer une relation de proximité avec les chercheurs, pour être certain que notre engagement, finalement, on le comprenne. On rende simple ce qui était compliqué pour nous, qui étions finalement à l'extérieur de cet environnement. Et on a trouvé un modus operandi qui fait qu'aujourd'hui, on se réunit fréquemment pour savoir comment notre rôle de mécène, qui est d'apporter des fonds, vient nourrir la recherche. Donc on a des boucles de feedback perpétuelles qui nous permettent de regarder finalement à quoi sert notre investissement. Ça, c'était le premier. Donc vulgariser, trouver des fonds. Donc la soirée de ce soir, elle a comme vocation de vous exposer ce que l'on fait à l'Institut Imagine, pour comprendre ce qui est traité aujourd'hui. On a choisi un thème de recherche, pour que ce soit très concret, qui est les troubles multidys. Alors on entend beaucoup parler des dyspraxies, des dysphasies, etc. Donc on a choisi en tant qu'entrepreneur un projet. Ce projet, c'est d'accompagner un groupe de chercheurs pendant 5 ans pour leur permettre de faire avancer la recherche sur cette thématique-là. Donc ce soir, on va vous exposer ce que nous faisons, ils vont vous exposer ce qu'ils font. On a 2 ambitions avec Nicolas. Premièrement, c'est que vous ayez envie d'en parler autour de vous pour faire connaître l'initiative qui est gérée ici. Et la deuxième initiative, c'est que vous nous aidiez à trouver des mécènes, parce qu'on a besoin de fonds. Donc nous, on travaille sur la dimension privée de la collecte des fonds pour aider les chercheurs à avancer dans leur démarche. Je te laisse la parole, Nicolas, et on va laisser la parole ensuite aux chercheurs. Bon, merci Eric, il me reste 30 secondes.
Bon, d'abord, je suis ravi de vous accueillir au nom de Valumène, de Viséo, parce que, comme je disais, il y a maintenant quelques temps, lorsqu'Éric a lancé l'initiative de créer les Amis Entrepreneurs, il m'a dit, Nicolas, toi qui viens de créer une nouvelle entreprise, il faut que tu viennes avec nous, il faut que tu t'engages. Et lorsqu'il m'a parlé effectivement de ce qu'il souhaitait faire, ça m'a touché à plus d'un titre, puisque je suis moi-même un enfant dyslexique. J'étais le calvaire de tous mes enseignants à peu près. Je ne comprenais pas les mathématiques comme tout le monde, je n'arrivais pas à lire comme tout le monde, et beaucoup m'ont traité d'enfant parfois un peu stupide, incapable de comprendre, et en tout cas incapable de s'inscrire dans le schéma scolaire. Bon. Moi, j'ai pris mes responsabilités, puisque c'est à la fin de la seconde que j'ai décidé de claquer la porte du système éducatif. J'ai dit, puisque le système éducatif ne veut pas de moi, je vais le quitter et je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. Moi, j'ai eu cette chance parce que je pense que j'ai été éduqué, élevé dans l'esprit d'entreprendre et de pas. Je n'ai jamais été rabaissé par mes parents, bien au contraire. Mais j'ai eu cette chance-là. Et lorsque Éric m'a proposé de rejoindre Imagine et ce collectif, j'ai tout de suite dit oui. On venait juste de créer Valumène, hein, on était une toute jeune start-up. On l'a créé le 6 mars 2020, quelques jours, vous le savez, du premier grand confinement. Et j'ai dit à Éric, allons-y, on n'a pas encore fait de bénéfices, mais on va déjà attaquer et on va aussi s'engager sur 5 ans. Voilà, j'ai réuni l'ensemble de mes associés, de mes collaborateurs, ils ont tous dit oui, et on est parti dans cette fabuleuse aventure. Alors j'ai suivi quelques conférences à l'Institut. Je dois reconnaître très humblement, je crois qu'à la première, je n'ai rien compris. Donc je me suis permis d'aller voir Stanislas, nos chercheurs. Je leur ai dit, écoutez, c'est sans doute très passionnant, mais il va falloir essayer de vulgariser un peu pour que le commun des mortels, ayant fait peu d'études, arrive à comprendre. Et je dois reconnaître que la dernière conférence auquel j'ai assisté était un vrai plaisir, parce que j'ai à peu près tout compris. Et je me suis aperçu que j'avais 2 pathologies. Parce qu'en plus d'être dyslexique, je suis hyperactif. Et j'ai appris que l'hyperactivité, enfin je ne vais pas tout dévoiler, puisque vous allez avoir l'occasion tout à l'heure de découvrir tout ça. Aujourd'hui, et pour introduire cette conférence, j'ai souhaité apporter un témoignage de quelqu'un qui m'est très cher, qui est l'ami de ma fille, qui s'appelle Ewen. Si j'ai souhaité faire venir Ewen pour venir témoigner quelques minutes, c'est parce que Ewen, il va vous le dire, c'est un enfant dyslexique. Et il y a un moment, il s'est trouvé un petit peu en rupture dans le système scolaire. Et étant sensible à la cause, j'ai décidé à un moment donné de lui tendre la main pour lui expliquer comment est-ce qu'on pouvait, mine de rien, s'en sortir, même si on est un peu différent du système et de la majorité dans l'école. Donc je vais vous demander d'accueillir Ewen. Voilà, Ewen. Bon, je crois que voilà, les micros sont branchés. Bon, écoute, je vais te laisser te présenter et puis on va raconter notre petite histoire en quelques minutes pour introduire cette conférence. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Ewen, comme Nicolas l'a dit. Donc, j'ai 20 ans et je suis un enfant multi-dys, on va dire. Donc, moi, je suis dyslexique, dysgraphique, dysorthographique et dyscalculique. Donc, moi, ça a été assez compliqué, à l'école primaire, au collège. Et c'est vraiment au collège où j'ai eu des difficultés par rapport à tout ça. Parce qu'à l'école, ça se différenciait pas trop. Après, au niveau des cours, j'avais vraiment beaucoup de mal au niveau des calculs, au niveau de tout ce qui était... L'écriture. C'est ça, tout ce qui était écriture, réflexion. Et j'ai même certains professeurs qui me disaient, dans des écoles pour handicapés, enfin, ce genre de choses, et c'était vraiment compliqué. Après, j'avais pas vraiment le soutien de personnes 10. Et après, Nicolas, pardon. il m'a aidé. On a fait des révisions ensemble, des cours. On a travaillé les mathématiques et l'histoire. Et c'est vraiment sur ça où je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir une vision différente dans l'école. Et après... Voilà. Alors, ce que dit pas Ewen, c'est que je vais vous raconter juste cette petite anecdote. Quand j'ai récupéré Ewen, il avait un contrôle d'histoire et il avait à peu près, je sais pas, en dessous de la moyenne en tout cas. Ah oui, vraiment, dans tout, j'étais en dessous de la moyenne, de toute façon. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire pour l'aider ?
Alors, je crois que le premier cours que je t'ai fait, c'est que j'ai fait une petite étude sur les enfants dyslexiques. Et désolé, hein, il paraît que les enfants dyslexiques ont un QI au-dessus de la moyenne. Et je lui ai sorti quelques grands exemples de gens qui étaient... voilà, il y avait notamment Einstein, voilà. Je t'ai sorti, il y avait Steve Jobs aussi, qui était un enfant dyslexique. Et j'ai tout fait pour avoir un objectif, c'est lui redonner confiance en lui. Parce que le premier moteur pour réussir dans la vie, c'est la confiance en soi. Vous savez, c'est cette espèce de boule intérieure qu'il faut absolument avoir, parce que sinon on ne peut pas réussir. On a travaillé ensemble sur ce contrôle d'histoire, et en fait, on a changé les règles. Comme il n'arrivait pas à écrire correctement et avoir un bon niveau d'orthographe, on n'arrivait déjà pas à relire correctement les leçons. Et donc, conclusion, c'était compliqué d'apprendre une leçon et de pouvoir la restituer. Donc, en fait, on a utilisé la technologie, l'informatique. On est allé sur les cours officiels de l'éducation nationale. On a imprimé les cours. On a refait les mêmes cahiers, voilà, proprement. Puis, on a appris à stabiloter, à faire des fiches de synthèse et à travailler. Ce qui a été terrible, et c'est juste, et on arrêtera là pour ce soir, pour permettre d'attaquer la conférence, c'est que Ewen a travaillé comme un fou. On a dû travailler 4 fois 2 heures pour préparer un seul contrôle d'histoire. Et le jour où Ewen est revenu avec sa note, je m'en souviendrai toute ma vie, il est revenu avec sa feuille, et je vois mon Ewen, mais décomposé. Et là, je me suis dit, bon, ça va pas être terrible, il va falloir s'accrocher et trouver une autre méthode. Et là, il me tend sa copie, et il a la 2e meilleure note de la classe, avec un 15,5 sur 20. Et ce qui m'avait frappé, c'est que ce 15,5 sur 20, il y avait 2 lignes de commentaires de son professeur. Et cet instituteur, au lieu d'encourager, de tirer vers le haut l'élève, n'a fait que l'enfoncer. En lui mettant 2 lignes de commentaires, Ewen, ce serait bien que tu fasses moins de fautes d'orthographe. Orthographe écrit par le professeur O-R-T-O-G-R-A-P-H-E. Des fautes sans S. Il y avait exactement 3 fautes d'orthographe sur 2 lignes de ce professeur. Inutile de vous dire, quand on a pris rendez-vous avec le proviseur et le professeur d'histoire, on lui a fait comprendre ce que l'on pensait. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, tous les enseignants ne sont pas comme ça, il ne faut pas en faire de conclusions, mais quand on est justement avec un certain nombre de difficultés et qu'on fait partie justement un peu des exceptions, qu'on n'arrive pas à prendre dans un système, j'allais dire, normal, c'est très difficile de lutter et on n'a pas tous les mêmes qualités, la même capacité de pouvoir rebondir, le même entourage familial, d'où l'importance d'avoir l'Institut Imagine, de travailler sur la recherche, de faire connaître, de promouvoir pour aider tous ces jeunes qui sont aujourd'hui en difficulté auprès de nos écoles. Voilà, on voulait juste vous raconter cette petite histoire pour introduire. On va vite se taire et s'éclipser. Je vous remercie. Petite chose importante quand même, Ewen, tu fais quoi maintenant ? Je suis rentré à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, Juste pour information, j'ai discuté avec son chef il y a 3 semaines. Il a eu parmi les meilleurs résultats, notamment à l'écrit, comme quoi tout est possible. Il travaille plus que les autres. Il a évidemment une tête très bien faite et il fait partie des sapeurs-pompiers de Paris. Je crois que ça mérite 2e applaudissement. Bravo à toi, Ewen. Donc vous l'avez compris, la boucle Imagine, c'est d'associer des cliniciens qui reçoivent les patients, qui sont les meilleurs experts dans chacun de leurs domaines, des chercheurs auxquels ils vont poser la question, mais aussi accompagnés de précision, des personnes qui sont spécialistes de l'image, de la biologie. Et puis ces questions vont transiter par la recherche et espérons qu'un jour elles arrivent à l'innovation, aux essais thérapeutiques, aux essais cliniques. C'est ce qu'on a voulu avec Nicolas et Eric faire en faisant trois duos. Le premier duo, c'est sur le diagnostic dans ce domaine, et c'est Clotilde Ormière, qui est médecin généticien, et Nadia Bailly-Busson, qui est professeure de pédiatrie, de neuropédiatrie. Nadia a un centre de référence aussi à Imagine sur le syndrome de Rett. Clotilde est à Imagine un peu. Elle l'a été très longtemps, notamment avec son mentor Marlène Riot, qui est là, qui dira peut-être quelque chose tout à l'heure si ça se présente. Mais elle est aujourd'hui aussi en Suisse. Simplement, elle peut venir continuer son travail et l'enrichir grâce à votre action.
Donc c'est aussi un petit coup de chapeau à vous de faire que Clotilde soit là ce soir. C'est pas uniquement ce soir le voyage. Elle peut faire des allers-retours Genève, un très haut lieu du neurodéveloppement aussi, imagine, grâce à l'action de Valuemen et Viséo. Mesdames. Bonjour. Ça y est, c'est nous. Donc effectivement, avec Nadia, on va parler à deux voix. On va essayer de vous parler un petit peu plus du diagnostic et de vous présenter des histoires cliniques sur des enfants avec un trouble du neurodéveloppement. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un trouble du neurodéveloppement ? Ce sont des enfants ou des adultes, mais ça se présente dans l'enfance, qui, au début de leur développement, donc précocement, avant l'entrée à l'école, vont avoir des difficultés, un retard dans les apprentissages, dans les acquisitions. Et puis à l'école, ça peut se manifester par des difficultés à apprendre. C'est un trouble qui va persister dans le temps, et ça c'est très important dans le diagnostic. Donc ça, on ne guérit pas, d'accord ? On garde ce trouble au fur et à mesure des années. Et ce sont des troubles qui ont des retentissements dans le quotidien, à l'école, sur le plan personnel, dans la famille. C'est un petit peu ce que tu nous as expliqué. Donc ces troubles, ils peuvent être soit spécifiques, donc d'une fonction, ça c'est plutôt les troubles 10, soit global de l'ensemble des fonctions, et donc on parle plutôt de déficience intellectuelle. Donc comme vous l'avez compris, finalement les troubles du neurodéveloppement, c'est une grande famille de troubles, donc là on les a repris, qui vont des troubles 10, donc spécifiques d'une fonction, jusqu'à des maladies neurologiques plus larges, comme la déficience intellectuelle, les troubles du spectre autistique. On vous a mis ici un petit peu la fréquence de ces différents troubles, pour qu'on se rende bien compte que c'est quelque chose qui est très fréquent. Donc individuellement, il y a des choses qui sont plus rares, comme l'autisme ou la déficience intellectuelle, mais si on prend globalement, eh ben, c'est quelque chose qui est très fréquent dans la population générale. Et donc, notre idée, c'est de vous montrer un petit peu différents patients qui viennent en consultation avec différents types de 10. Alors, je vais vous montrer l'histoire caractéristique d'un petit gars qui s'appelle Oscar et qui vient avec son papa à la consultation à la demande du médecin, évidemment, à la demande également de l'école maternelle. Parce qu'en fait, il a du mal à parler. En fait, son vocabulaire est décrit par ses parents comme étant un vocabulaire assez simple, environ une cinquantaine de mots, ce qui n'est évidemment pas le vocabulaire d'un enfant de 4 ans. Il commence ses associations, pas de phrases. Vous savez ce que c'est qu'un enfant en moyenne section de maternelle, il peut s'exprimer, raconter une petite histoire et la contextualiser. Et en maternelle, la maîtresse dit qu'elle a besoin de reformuler les consignes systématiquement. En fait, elle a l'impression qu'il ne comprend pas. Et elle a même l'impression qu'il paraît opposant. C'est un petit gars qui, finalement, n'a pas d'antécédents particuliers, vous voyez, dans la famille, famille irréprochable, grossesse irréprochable, enfant né irréprochable. Sur le plan du développement moteur, on n'a rien à lui reprocher, il marche à l'âge normal. Et c'est un enfant qui, en dehors de ce problème de langage, n'a pas de problème particulier. Alors voilà comment il parle, en fait, ce petit gars. Vous allez voir, on lui demande de raconter... Hop, vas-y. Je clique sur l'image. Il doit raconter l'histoire des 3 petits cochons. Il faut bien écouter parce que c'est... ça vous donne une petite idée de ce qui s'est passé. Il a mangé d'abord les cochons et casseroles d'émission, un bail, un orange et un brique. Après, il arrive. Il toque. Et oui, il peut-être... Mais j'entends pas du tout ce que tu dis. Il toque. Toque. Et après, il ouvre. Et tout de suite, il referme. On le nous. Oui. Et après, il y a le mot sur les 2 mains. Et après, il souffle très 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 fort. Oui. Et après, le méchant, il tombe. Il tombe. Et après il mange. C'est le premier cochon. Après, il va aller dans la maison orange. Il souffle, ça tombe, il vide. Il va dans la maison brique. Après, il est mort. Et après, il s'allume le feu et on fait une marmite. Et après, Yoyo, il va dans le
cheminée, et après, ça tombe dans le feu, et après, il est mort. Donc, vous avez vu, là, vous avez un petit gars qui a de la suite dans les idées. Il raconte l'histoire de A à Z. Il a bien raconté l'histoire des 3 petits cochons. C'est juste qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Il cherche ses mots. Il a un vocabulaire extrêmement pauvre. C'est un enfant qui a un quotient intellectuel parfaitement normal, mais il a un gros trouble du langage oral. Et en fait, ça fait partie de ces multi-10. Donc, c'est dans la galaxie des 10, on va dire, avec un trouble du langage qu'on définit très clairement, nous médecins, et qui impacte clairement sa qualité de vie, notamment à l'école. Donc effectivement, ce petit garçon, il a ce qu'on appelle un trouble spécifique du langage oral ou une dysphasie. Donc il a une atteinte uniquement du langage oral, comme disait Nadia. C'est un petit garçon qui est intelligent, normalement. Il a eu une installation plus lente de son langage, qui n'a jamais régressé, mais qui n'a pas progressé comme les autres, et il garde ses difficultés au cours du temps. Cette difficulté, elle est primaire, donc ça veut dire qu'on a éliminé avant, on a fait une enquête pour vérifier qu'il avait une intelligence normale, qu'il n'y avait pas de maladie neurologique, pas d'autisme, pas de surdité qui pouvait expliquer ces difficultés. Elle persiste dans le temps et elle persiste aussi malgré la rééducation. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le diagnostic très tôt chez ces enfants, il faut vraiment que ça ne rattrape pas quand on les rééduque. Et puis, c'est des difficultés qui sont importantes, comme vous le voyez, qui sont significatives, que nous, on peut tester sur des bilans orthophoniques. Et il faut que le niveau de cet enfant pour le langage il soit inférieur, vraiment très inférieur à ce qu'on attend pour l'âge, et aussi qu'il y ait une répercussion à la fois au niveau social, scolaire et plus tard professionnel. J'espère qu'on a le temps pour vous montrer, en fait, alors, je vais vous montrer une des 2 vidéos, peut-être pas les 2 pour ne pas qu'on... Donc, c'est pas comme ça que tu vas la voir. Ce qui est un peu différent de ce qu'a Nolan, qui a des problèmes pour parler, mais il a d'autres problèmes, en particulier son interaction avec l'examinateur n'est pas exactement... Est-ce que tu me le donnes à moi? Tu me le lances, Nolan? Nolan! Waouh, merci. Moi, je joue avec. Toi? Tu me le lances? Allez, Nolan, à moi. Nolan, à moi. Allez, lance-le. On va faire l'histoire courte, mais donc... C'est pas comme ça que tu vas l'avoir. Ouais, voilà. Donc, et c'est très différent, ce petit gars, il n'a pas juste un problème pour raconter l'histoire des 3 petits cochons, même s'il n'a que 3 ans, il a un gros trouble de l'interaction sociale avec l'examinateur, comme vous voyez. Il tapote sur le ballon, on lui demande 100 fois de renvoyer le ballon pour qu'il le renvoie. Et cet enfant a plutôt un trouble du spectre autistique, qui est un diagnostic différentiel de ces phénomènes de dysphasie. Alors, puisqu'on a un temps très court pour vous montrer, vous illustrer ce que c'est que la galaxie 10, on a décidé de vous montrer un enfant maladroit qui a du mal à apprendre. Et alors là, c'est un enfant maladroit qui a l'écriture, vous voyez, une écriture comme celle-ci. C'est clairement pas une écriture d'un enfant, enfin en tout cas qu'on attendrait pour un enfant scolaire de fin de primaire ou début début de secondaire. Et donc, alors, on va peut-être couper le micro parce que c'est en anglais. Alors ça, si on peut le faire. Voilà, tu as baissé le son, merci beaucoup. On va baisser carrément le son. Regarde, non? Bon, on va essayer de le mettre comme ça, sinon vous allez vous payer. Regardez comment ce jeune homme renvoie les balles. Hop. Donc c'est pour tester. Je suis pas sûre que j'y arrive. Non, c'est bon. Si, c'est bon. Ouais, c'est bon, super. Bon. Ok. Donc l'épreuve était la suivante. On lui demandait de faire 3 épreuves de suite avec une balle. Donc il devait rattraper la balle. Puis après, il devait dribbler avec la balle. Et puis ensuite taper avec la balle contre le mur. C'est évidemment n'importe quel enfant de son âge. Et donc l'enfant témoin au-dessus, que je vais vous épargner la vidéo, fait les choses tout à fait correctes. Et vous voyez que ce petit gars... Et quand on lui demande de rattraper, il a du mal. Il a du mal à tenir sur ses jambes alors que les gens n'interviennent pas dans la rattrapée de balle. Et dribbler, c'est pareil. Il n'arrive pas à dribbler, il renvoie la balle n'importe où. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est compliqué pour lui. Il est plein de bonne volonté, il est normalement intelligent, il comprend la consigne. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il a du mal à l'exécuter. C'est exactement les mêmes problèmes qu'il a dans l'écriture. Et donc, ce jeune homme est pareil, c'est pas de problème dans sa vie de tous les jours et l'examen neurologique est strictement normal. Et c'est vraiment l'histoire caractéristique. C'est celui-là, je vous ai montré ce jeune homme qui a du mal à dribbler, mais c'est des enfants qui consultent pour des difficultés scolaires. Alors, ils rament longtemps à l'école jusqu'à ce que les parents consultent parce qu'ils ne savent pas si c'est un problème médical ou pas, parce qu'en fait, finalement, ils ne savent pas si c'est un problème médical.
et jusqu'à ce que finalement on se rende compte que c'est un véritable problème médical à prendre en charge pour qu'on le teste, qu'il voit un orthophoniste et puis ensuite un psychomotricien, et qu'on se dise que cet enfant n'est pas tout bêtement maladroit, mais clairement dyspraxique. Il n'aime pas le sport, mais ce n'est pas parce qu'il n'aime pas le sport, c'est qu'il n'est pas capable de le faire et qu'il faut l'aider. Et ça, c'est aussi un trouble du neurodéveloppement. C'est un autre 10 qui s'appelle la dyspraxie, maintenant qu'on appelle plutôt le trouble développemental de la coordination. Donc c'est le fait d'avoir du mal à gérer des mouvements coordonnés et du coup on est maladroit, on est plus lent. Et ça c'est pareil, ça apparaît au cours de l'enfance, on fait l'enquête diagnostique pour éliminer d'autres pathologies et ça persiste malgré la rééducation et c'est très significatif par rapport aux autres enfants du même âge comme on l'a vu, et il y a un retentissement à la fois à l'école et à la maison. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la grande famille des troubles du neurodéveloppement, il y a les troubles 10, dont on a parlé, on vous a fait 2 illustrations, et puis il y a la déficience intellectuelle qui n'a rien à voir, puisque contrairement aux troubles 10, qui sont des troubles spécifiques, la déficience intellectuelle, c'est plutôt des difficultés dans l'ensemble des domaines. D'accord ? Donc ça se voit à la fois par un test de QI qui est déficitaire, mais aussi parce qu'on a du mal à s'adapter aux différentes situations. Donc ça n'a rien à voir, mais ça fait partie de la même grande famille. Le bilan diagnostique de ces enfants et adultes avec déficience intellectuelle, il est bien connu. Il associe de la clinique avec de l'imagerie, avec un bilan biologique, une prise de sang et de la génétique. Pour les enfants avec un trouble plutôt d'apprentissage, donc des difficultés de type 10, ce n'est pas exactement le même bilan qu'on propose. On propose plutôt des bilans par des rééducateurs, parce que le but, c'est de repérer pour pouvoir accompagner et mettre en place la prise en charge à l'école. Aujourd'hui, on connaît bien les causes de la déficience intellectuelle, qui sont notamment, on l'a dit, génétiques ou une complication d'un événement autour de la naissance. Et on connaît beaucoup moins bien, et on va en parler après avec nos collègues chercheurs qui vont faire le topo suivant, on connaît beaucoup moins bien les causes des troubles 10. Alors il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment sur la dyslexie. On vous a mis ici un exemple avec une interaction entre génétique et environnement. Et c'est beaucoup plus d'inconnus sur les troubles du langage oral, par exemple. Et c'est sur ça qu'on travaille, nous, ici, à Imagine, principalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clotilde et Nadia. Je propose qu'on fasse les questions à la fin parce qu'on a pris un petit peu de retard, c'est beaucoup de ma faute. Et là, on les répartira sans faute. Comptez sur nous entre les 3 groupes d'intervenants. Le deuxième groupe, c'est d'abord le professeur Valérie Malan. Valérie est professeur de génétique, je ne voyais pas, de génétique. C'était hospitalo-universitaire, ça veut dire à la fois hospitalière et chercheuse à l'Institut Imagine, dans le laboratoire de Vincent Cantagrel, qui est directeur de recherche à l'INSERM, et qui vont vous parler de la phase de recherche dans ce domaine. Vous avez la parole. Oui, c'est bon. Donc, tout d'abord, merci pour l'opportunité de présenter un peu ce travail. Je tiens à dire qu'effectivement, c'est un sujet de recherche qui n'aurait pas pu se développer sans les dons sur la thématique du programme Pathologie 10. Donc ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu se mettre en place. C'est une thématique aussi, je tiens à le noter, qui a été initiée donc, par Clotilde et par Marlène, avec l'aide de Valérie. Et donc, je vais vous faire un peu, avec Valérie, on va vous faire une présentation sur ce projet de recherche donc, qui touche à l'étude des bases génétiques des troubles spécifiques du langage oral. On va essayer de le faire de façon un peu plus accessible, mais en même temps, en allant un petit peu dans les détails de la façon dont on travaille en tout cas. Et donc moi, comme l'a dit Stan, je suis donc le responsable du laboratoire. Et on est un laboratoire qui s'intéresse de manière générale aux bases génétiques des troubles du neurodéveloppement. Et donc, comme ça a déjà été présenté, ces troubles du neurodéveloppement, c'est un groupe très large, extrêmement hétérogène, de pathologies qui vont toucher notamment la cognition, le développement cognitif, qui peuvent toucher le développement moteur, qui vont impacter tout ce qui est communication, comportement, et qui sont causés par un développement cérébral qui est atypique. Donc c'est un grand groupe qui inclut notamment la déficience, l'autisme, les troubles de la coordination, du langage, comme l'a mentionné Clotilde et Nadia.
Et ces troubles partagent certaines caractéristiques. Ce qui est observé, c'est qu'il y a fréquemment une association de plusieurs de ces troubles qui sont retrouvés chez certains patients. Et ce qui est noté aussi par les généticiens, c'est qu'il y a les bases génétiques de ces différents troubles qui sont largement partagées. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore très bien compris. C'est-à-dire que les mêmes bases génétiques peuvent être impliquées à la fois, par exemple, dans la déficience intellectuelle et dans l'autisme. Donc la problématique globale ici est que pour une grande partie des patients avec des troubles du neurodéveloppement, il n'y a pas de diagnostic étiologique. C'est-à-dire que nous ne savons pas quelles sont les causes derrière ces troubles, d'où l'importance de continuer la recherche en génétique pour essayer de trouver si effectivement il y a une part génétique dans les pathologies, dans les patients pour lesquels il n'y a pas de diagnostic. Pour expliquer un peu notre approche, je voulais vous montrer sur cette diapositive la composition de notre laboratoire. Donc dans le laboratoire, il y a une partie qui est essentiellement clinique, qui est indiquée donc sur la partie gauche, et une partie qui est plus scientifique. Donc la partie clinique est faite de médecins, donc toutes les personnes impliquées directement dans le projet sur les troubles du langage sont indiquées en jaune, et il y a notamment donc les docteurs neuropédiatres Émilie Schlumberger et Lucie Narcy, avec qui l'on travaille étroitement et qui ont décidé de s'affilier à notre laboratoire de recherche et qui sont impliqués directement dans la coordination du centre de référence des troubles du langage et des apprentissages. Donc c'est en s'associant à ces expertises que l'on développe nos projets de recherche. Et sans développer, car ça a été pas mal expliqué par Clotilde et Nadia, les troubles du langage sont donc fréquents, ils sont très invalidants. Et il y a aussi plusieurs entités, comme ça a été noté. Il y a d'un côté tout ce qui est trouble spécifique du langage oral ou dysphasie. Ça correspond au terme anglais des Developmental Language Disorders. Et d'un autre côté, il y a d'autres troubles qui sont caractérisés plutôt de dyspraxie verbale, qui sont considérés plus comme des troubles moteurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà certaines études qui ont été faites, notamment sur tout ce qui est dyspraxie verbale. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Certaines études sur les bases génétiques de ces troubles. Et il y a notamment du travail qui a été fait sur un gène qui s'appelle FOXP2. Et des études ont montré notamment l'implication de variants qui sont dits de novo, c'est-à-dire qu'ils apparaissent à la génération, par exemple, du patient qui est atteint. Donc des mutations qui impliquent des gènes qui sont aussi impliqués dans d'autres troubles du neurodéveloppement. Mais le point que je voulais mentionner ici, c'est surtout que les bases génétiques des troubles spécifiques du langage oral sont quasiment inexplorées. Et c'était ça le point important sur lequel je voulais insister, c'était que ce projet s'attaquait à une entité clinique qui n'était pas étudiée jusque-là. Donc, dans le but d'essayer de comprendre quelles sont les bases génétiques de ces pathologies, on s'est basé sur un recrutement qui associait l'expertise donc de Clotilde et de Marlène à Necker, mais aussi du Centre de référence des troubles du langage et des apprentissages. Et nous avons utilisé une approche génétique qui, pour un peu vous le résumer, se base sur des technologies qui vont nous permettre d'avoir une vue assez large sur les anomalies au niveau des chromosomes, pour ensuite se focaliser un peu plus sur la séquence des patients, sur certaines parties de la séquence du génome des patients, puis pour aller jusqu'à un séquençage complet de l'ensemble donc du génome des patients. Et donc c'est une approche qui est assez demandeuse, d'une part financièrement parce qu'effectivement quand on séquence le génome d'un patient, ça coûte à peu près 1 000 €, mais aussi ça demande beaucoup de temps d'analyse. Et c'est une approche que l'on a réalisée sur une cohorte de près de 70 individus, dont à peu près la moitié étaient des individus atteints. Et donc je vais laisser la place à Valérie pour vous présenter les résultats en résumé de ce que nous avons fait. Bonjour, merci. Vincent reprendra la parole après, mais là, effectivement, on a déjà analysé effectivement les génomes et l'analyse chromosomique en fait chez 17 familles. Et donc, on a pu identifier en fait déjà 7 lésions, effectivement, pour 7 familles en tous les cas, on a identifié des lésions génétiques. Alors, des lésions génétiques, ça peut être effectivement des gains ou des pertes de matériel chromosomique qui impliquent plusieurs gènes, comme c'est le cas ici, vous voyez, qui impliquent le chromosome 16, le chromosome 15, mais c'est des réarrangements de grande taille avec plusieurs gènes qui sont impliqués en gain ou en perte, où on a identifié aussi également des variants dans des gènes, ou des mutations dans des gènes, effectivement, qui impliquent juste une base effectivement nucléotidique dans le gène.
Alors, dans ces premiers résultats que nous avons, il y a certains variants dont on ne sait pas la signification. Ce n'est pas aussi clair que ça en génétique. Il y a toujours une zone de gris. Donc, on a pour certains de ces variants encore des études effectivement à réaliser pour déterminer l'impact de ces variants dans le phénotype effectivement des patients. Mais de façon intéressante quand même, on a identifié, vous voyez, alors je vais prendre des exemples de ces familles-là, des duplications là, sur le chromosome 16 et ici cette délétion du chromosome 15, qui sont en fait des remaniements chromosomiques qui sont déjà connus dans les troubles neurodéveloppement. C'est-à-dire des remaniements qui ont déjà été identifiés chez des patients qui avaient effectivement des troubles du neurodéveloppement, mais plus particulièrement déficience intellectuelle, troubles du spectre autistique, et pas forcément effectivement des troubles du langage comme ici, c'est-à-dire sans déficience intellectuelle, parce qu'effectivement, notre cohorte, ces patients présentent des troubles spécifiques du langage oral, mais sans déficience intellectuelle. Donc on voit effectivement le spectre clinique effectivement associé à ces remaniements chromosomiques, et effectivement, ils étaient déjà connus, ces remaniements chromosomiques, mais associés à des troubles du neurodéveloppement, mais pas particulièrement effectivement associés à des troubles du langage. Aussi, je voudrais souligner que parfois, effectivement, ces remaniements peuvent être identifiés chez des patients avec du trouble du neurodéveloppement, mais aussi chez des patients qui ne présentent pas de symptômes particuliers. Donc pourquoi, effectivement, certains vont avoir ce remaniement sans symptômes et d'autres, effectivement, vont développer la pathologie. Alors, je vais aussi m'attarder sur une mutation qu'on a trouvée, parce que c'est aussi une mutation qui était dans un gène qui est le gène effectivement ZNF 292, parce que c'est un gène qui était connu, déjà rapporté effectivement dans les troubles du neurodéveloppement. Donc nous, on l'a identifié chez un patient, un variant dans ce gène qui présente juste un trouble spécifique du langage oral sans déficience intellectuelle. Et quand on voit dans les patients qui ont été rapportés, il y a effectivement un patient qui a effectivement été rapporté sans déficience intellectuelle. On voit que les troubles du langage sont quand même fréquents et le spectre clinique effectivement associé aux mutations dans ce gène effectivement est large. Donc c'est intéressant de voir que nous effectivement on arrive effectivement notre porte d'entrée sur les troubles du langage sans déficience intellectuelle avec notre cohorte, et quelque chose qui est effectivement pas vraiment mis en avant, en tous les cas connu par rapport effectivement à ce gène. Alors, c'est pour ça que je vous dis, voilà, on se retrouve dans des situations, dans les troubles du neurodéveloppement, avec les bases génétiques, où effectivement, parfois, il y a une mutation, la maladie. On sait que c'est très pénétrant, c'est-à-dire que vous êtes porteur, je dirais, de la lésion génétique et vous développez la pathologie. Et généralement, effectivement, c'est de novo. Mais des fois, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement un variant génétique qui va être un variant primaire, qui va effectivement être un variant important pour éventuellement développer la maladie, mais vous pouvez être porteur, comme la délétion CSP1.2, et ne pas forcément effectivement être atteint. C'est le fait qu'il y ait l'association effectivement d'autres, ce qu'on appelle HIT, ou d'autres lésions génétiques, et que vous voyez, si vous avez ce variant primaire, juste 2 lésions génétiques, vous n'allez pas forcément effectivement être atteint, malade, mais le fait d'avoir plus d'autres variations génétiques, comme un effet seuil où vous basculez effectivement et vous allez développer la maladie. Donc on est effectivement plutôt un modèle peut-être de combinaison de variants génétiques pour expliquer la variabilité effectivement phénotypique. D'accord ? Et le fait effectivement, la pénétrance incomplète, le fait d'être atteint ou pas atteint. Donc c'est des modèles effectivement génétiques qui sont plus compliqués pour nous à analyser de ces modèles effectivement de multi-hits. Là, c'était simplement pour conclure. Donc, c'est un point clé qu'a mentionné Valérie, le fait que nous ne sommes probablement pas, dans la majorité des cas, dans un contexte génétique simple, qui sont les contextes que nous étudions jusqu'alors le plus fréquemment. On appelle ça les contextes mendéliens monogéniques, où il y a un seul gène qui est impliqué, mais on s'attend à être plutôt dans un contexte où il y a probablement plusieurs gènes et où on est dans des mécanismes donc, génétiques plus complexes. Et c'est pour ça que là, il y a un domaine qui est particulièrement important pour nous, c'est le domaine de la bioinformatique, qui va nous aider grandement à analyser donc, ces aspects-là et à essayer de mieux comprendre comment des combinaisons de ce qu'on appelle donc mutations ou variants vont causer la maladie et quel va être le seuil qui va faire qu'on va passer donc, de la situation
donc sans maladie, à la situation où on développe effectivement la maladie. Donc là, il y a des approches et des collaborations qui ont été permises encore une fois grâce à ce financement. Et pour terminer, les résultats qu'on a obtenus sont vraiment encourageants et amènent cette thématique à rester donc dans l'équipe de manière pérenne et nous poussent à aller plus loin. Et ce qui est clé dans ces projets génétiques, c'est d'augmenter la taille de la cohorte. C'est ça qui nous permet d'avoir plus d'informations et d'augmenter finalement la probabilité de trouver un signal fort et donc des gènes associés à ces pathologies de manière encore plus significative. Donc c'est la direction que l'on prend avec des demandes de financement qui sont en cours. Et donc voilà, je voulais juste conclure là-dessus en vous remerciant donc pour le soutien et en remerciant donc toutes les personnes qui ont participé à ce travail. Merci beaucoup Valérie, merci Vincent. Cette conclusion est très très importante parce que vous la voyez, vous devriez la voir souvent en génétique. C'est pas facile, mais c'est devenu possible d'obtenir les données, l'analyse de la structure des génomes, l'analyse de la séquence des génomes, nucléotide à nucléotide, mais c'est l'interprétation qui est insupportablement difficile. Et autrement, il y a ce paradoxe-là, et pas toujours aisé à comprendre, même en consultation. Pour ceux de nous qui consultons, on explique aux patients, on va faire ce test-là. Mais pourquoi vous ne faites pas le génome entier? On aimerait bien, et on peut le faire, mais qu'est-ce qu'on vous dirait de l'interprétation? Et il y a aujourd'hui ce paradoxe en génétique, plus on séquence, plus on analyse d'ADN, au fond, plus l'incertitude augmente. Alors ça ne va pas durer, Vincent et Valérie ont raison, il y a la bioinformatique, l'intelligence artificielle, l'accumulation des données, le côté international des travaux, bien sûr. Enfin, on n'en est pas tout à fait là. L'interprétation, c'est le challenge. Le dernier duo, c'est 2 professeurs des universités, 2 chefs de service de notre campus Necker Enfants Malades, 2 chercheuses et universitaires d'Imagine. Nathalie Bodard, qui dirige le service de radiologie, et en particulier de neuroradiologie, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même beaucoup le cerveau que tu analyses, à Necker Enfants Malades et dans un laboratoire de l'Institut, je vous en ai dit un mot. Et Pauline Chast, qui est professeure de pédopsychiatrie, qui dirige le service de pédopsychiatrie. Et c'est un grand plaisir parce qu'on n'avait pas encore un lien fort pour des raisons historiques. Peu importe finalement, avec les pédopsychiatres. Et ils doivent être maintenant vraiment, mais à la proue de notre système. Et donc, bienvenue, merci Pauline. Et Pauline est affiliée à un autre laboratoire de l'Institut, celui qui est dirigé par Anthony Rossel, justement, qui travaille sur la bioinformatique en génétique. Merci Stanislas, merci beaucoup. Alors, je suis ravie. Alors, on ne va pas faire vraiment un duo, mais on s'entend très bien et on travaille ensemble. Et je dois dire quand même en introduction que Pauline va vous présenter une étude qui a démarré grâce quand même à Viséo et à Nicolas, parce qu'on va travailler aussi sur l'hyperactivité, ce qui n'était pas forcément au départ ce qu'on faisait dans notre laboratoire, et je vais vous en parler. Mais on est très contente. En fait, on se met à faire des projets nouveaux et c'est grâce à vous. Alors, voilà mon équipe. Donc, moi, je travaille donc en imagerie cérébrale, anatomique et fonctionnelle. Donc, évidemment, je ne suis pas du tout toute seule. On a des psychiatres, des psychologues, hein, on a des ingénieurs, hein, et ça nous est bien utile, des radiologues. Et donc, on va vous raconter ce qu'on fait. J'ai pris l'exemple aujourd'hui des troubles autistiques. Ça fait, avec Monica Silbovicius, qui travaille avec moi depuis 22 ans, on travaille sur l'autisme et on a essayé, grâce à l'imagerie, de savoir ce qui se passait dans le cerveau. Alors d'abord en imagerie anatomique, après on va voir un petit peu d'imagerie fonctionnelle, et puis vous allez voir qu'on a localisé une région qui paraît anormale dans les troubles autistiques. Et c'est là où peut-être il y aura des innovations thérapeutiques parce qu'on essaye quand même de comprendre et d'avoir des cibles dans le cerveau pour pouvoir agir. En fait, c'est toute la finalité de l'imagerie. C'est à quoi elle va servir avant, après chaque traitement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui va se modifier? Et ça, l'imagerie, c'est formidable parce qu'on ne peut pas biopsier le cerveau comme ça quand il n'y a pas de tumeur. Donc en fait, au départ, on a montré qu'il y avait une hypoperfusion ici, chez les enfants autistes, comparé à des enfants qui avaient le même retard mental, dans les régions temporales, ici, en vert. En fait, ça veut dire qu'il y avait un hypofonctionnement
à ce niveau-là, des deux côtés, chez les enfants autistes, qu'on a passé en tomographie par émission de positons pour voir donc le fonctionnement cérébral. Et puis, on a répliqué en fait ces études et on est passé en IRM, parce que quand même l'IRM, elle est bien diffusée dans toute la France. On a des séquences de perfusion cérébrale sans injection qui durent 4 minutes et on a retrouvé cette même anomalie d'hypoperfusion cérébrale. Pareil, avec l'IRM statistique, je vous passe les détails, c'est pas très intéressant, on a trouvé une diminution de la substance grise dans les deux lobes temporaux. Et donc, on avance comme ça, et toutes les techniques en fait, qu'on appelle multimodales d'imagerie montrent des anomalies dans les lobes temporaux. Et en fait, cette région temporale, hein, vraiment, elle est impliquée dans vraiment le traitement de l'information sociale. Quand vous me regardez, quand je bouge mes mains, quand vous voyez mes yeux bouger, il y a une interaction qui se passe et vous activez votre sillon temporal supérieur, donc votre lobe temporal. Quand vous regardez ce petit dessin, soit vous voyez une voiture, soit vous voyez des yeux. Ben, ce n'est pas du tout pareil, parce que quand vous voyez un objet, ça s'active à un endroit du cerveau, puis quand vous voyez les yeux, ça s'active au niveau du sillon temporal supérieur. Vraiment, ce sillon temporal supérieur, c'est vraiment l'endroit du cerveau qu'on appelle l'endroit qui traite la cognition sociale, c'est-à-dire l'interaction entre les personnes. Et on peut maintenant mesurer cette interaction entre les personnes grâce à ce qu'on appelle l'eye tracking. Donc en fait, on met les enfants, les bébés, devant un ordinateur comme je suis là, et puis il y a une petite caméra qui va compter le nombre de fois où les enfants, ou adultes, ou bébés, regardent dans les yeux. Alors je vais vous passer un petit film pour vous montrer ici quel est l'endroit du regard où va se poser l'enfant, on va dire, typique. Et après, je vais vous passer le même film et on va regarder où regarde un enfant autiste. Donc on y va, dans l'image, hop, il n'y a pas le son, c'est pas grave. Vous voyez qu'il regarde. C'est un très bon après-midi avec toi, je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Vous voyez les petits ronds bleus, l'enfant typique va regarder dans les yeux quand il regarde un film. Maintenant, on va regarder un enfant avec un trouble autistique. Bon, bah, salut. Au revoir, Marie-Edwige. J'ai passé un très bon après-midi avec toi. Je te trouve très jolie et j'espère qu'on se reverra bientôt. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup, en fait, cette fixation du regard. Donc, il y a vraiment une interaction sociale qui ne se passe pas très bien. Et c'est vrai que quand on ne regarde pas le regard, les émotions, ça ne passe pas très bien. Et la compréhension de toute la scène est quand même beaucoup plus difficile. Bon, bah, salut. Je passe, parce qu'on a vu déjà. Et donc, du coup, en fait, on s'est dit, bon, bah, maintenant qu'on a cette mesure de la sociabilité, qu'on a cette région dans le cerveau temporal qui fonctionne pas très bien, en tout cas il y a un hypofonctionnement, on va essayer avec la stimulation magnétique transcrânienne, c'est un peu barbare, c'est en fait stimuler les neurones à un endroit donné. On va essayer chez les sujets autistes adultes, on commence par là, de stimuler et de voir ce qui se passe. Donc on leur fait passer le petit film du petit Nicolas avant, donc je vous montre, et puis après, la stimulation. Je dormais tranquillement et mon père est venu me réveiller. Il était tout habillé, pas rasé, rigolait. Il m'a dit que pendant la nuit, j'avais eu un petit frère. Et donc, on a appliqué cette bobine. Ça ne dure pas longtemps, hein, c'est 1 minute. Et on a fait passer le petit Nicolas après. Je dormais tranquillement et mon père est venu me réveiller. Il était tout habillé, pas rasé, rigolait. Il m'a dit que pendant la nuit, j'avais eu un petit frère. Donc, on voit une amélioration. Malheureusement, je ne vais pas vous faire croire qu'on a trouvé tout le traitement, etc. Évidemment, vous voyez ici, il y a des patients qui marchent très bien et il y a des patients qui ne marchent pas du tout et on ne sait pas pourquoi. En fait, on avait fait une fois cette stimulation et donc on a vu qu'il y avait des résultats aléatoires qu'on ne comprenait pas très bien. Et en fait, plus on parle et plus on lit la littérature, etc., plus on s'est dit peut-être une fois ça suffit pas. Donc du coup, en fait, il faut passer. On a démarré, et ça, j'en remercie déjà mon équipe, mon labo, et puis aussi le fait d'avoir eu l'IRM, etc. On a démarré un protocole de recherche thérapeutique. Donc c'est vraiment une innovation thérapeutique où on va stimuler la région anormale qu'on a retrouvée dans le cerveau en faisant 10 TMS tous les jours de la semaine pendant 2 semaines. Et on fait évidemment l'eye tracking avant et après. Et là, on est en plein protocole, donc je ne peux pas vous donner les résultats. Voilà, mais c'était pour vous montrer, on essaye de comprendre le cerveau avec l'image.
Et puis d'avoir vraiment des endpoints, vraiment pour essayer soit d'améliorer avec les médicaments, soit d'améliorer, ici c'est la stimulation, parce que les médicaments on n'a pas encore trouvé comme il faut, mais enfin peut-être. Et donc voilà. Et je vais laisser la parole à Pauline, parce que nous sommes en retard. Bonsoir. Effectivement, moi je m'occupe du service de pédopsychiatrie ici depuis 2 ans. Et comme Nathalie a dit, on a un certain nombre de projets à venir en commun qu'on espère on vous présentera bientôt. Et je voulais commencer par vous présenter une étude qui est finalement la plus avancée puisqu'elle a été financée, on a obtenu les autorisations et elle va démarrer, d'évaluation d'une application d'auto-hypnose pour traiter les troubles attentionnels et l'anxiété dans le TDAH. Donc le TDAH, on est passé un peu vite tout à l'heure, mais c'est l'hyperactivité et les troubles attentionnels. C'est un trouble qui peut ne pas être sévère, mais qui, en moyenne, impacte vraiment beaucoup la qualité de vie. Voilà, donc on a appelé ce projet Hypnax, et j'associe Catherine Grosmaître, qui est neuropsychologue dans le service, qui est responsable du CRTLA et qui est l'investigateur principal de cette étude. Et donc l'idée de cette étude, c'est d'évaluer l'intérêt d'une application qui s'appelle Hypnotidou, qui est une application d'auto-hypnose pour les enfants. Alors, le TDAH, comme je vous disais, c'est l'association d'hyperactivité, inattention, impulsivité. Ça touche entre 3 et 10% de la population. 10%, c'est plutôt aux États-Unis on trouve ces chiffres-là. Qui a des répercussions scolaires, familiales et sociales vraiment importantes et qui peut impacter vraiment beaucoup la qualité de vie. Et un sujet qu'on a beaucoup oublié pendant de nombreuses années est que l'anxiété est très souvent associée au TDAH, puisque 20 à 30% des enfants qui ont un diagnostic de TDAH ont ce qu'on appelle un trouble anxieux, c'est-à-dire une anxiété suffisamment importante pour qu'on considère qu'il y a un trouble. Et plus l'anxiété est importante, plus les répercussions sont importantes. Quand on a des difficultés attentionnelles, si on est anxieux, dans les moments où on est anxieux, on a encore plus de difficultés attentionnelles. Alors, les recommandations de l'HAS pour le traitement du TDAH, c'est l'association de plusieurs types de traitements. Un traitement médicamenteux dans les cas sévères ou en deuxième intention dans les cas non sévères. C'est le méthylphénidate, la ritaline, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est un psychostimulant. Et l'HAS recommande aussi l'association de traitements non médicamenteux qui sont en priorité les thérapies comportementales et cognitives, la remédiation cognitive. Alors les thérapies comportementales et cognitives, c'est vraiment des psychothérapies. On aide les personnes à identifier ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont dans la tête. La remédiation cognitive, c'est plutôt un entraînement des fonctions cognitives qui pêchent, notamment l'attention. Et puis il y a aussi des accompagnements psychoéducatifs, en particulier des parents qui sont recommandés pour aider les parents à trouver des stratégies pour aider leurs enfants. Et depuis quelques années se pose la question de la place des thérapies digitales dans ce type de troubles. En tout cas, en santé mentale, c'est vraiment un sujet d'intérêt croissant. Il y a de plus en plus d'applications et de logiciels qui se sont développés pour toutes sortes de troubles mentaux. Finalement, pour les troubles 10 et le TDAH, il y a très très peu d'applications. Pour les troubles 10, il y a une application qui a eu l'autorisation de la FDA aux États-Unis. Et c'est la même entreprise qui a développé une application dans le TDAH. Et c'est un sujet qui était presque inexistant avant 2010, dont tout le monde a en tête qu'il pourrait être un appui important, notamment dans une période où on connaît un déficit de professionnels formés. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne remplace pas des humains, mais ça peut quand même être un appui important. Dans le TDAH particulièrement, il y a quelques études qui ont montré l'intérêt d'applications qui permettent d'améliorer le contrôle exécutif. Donc ça, c'est la capacité qu'on a à contrôler son comportement et à s'adapter en fonction des nouvelles situations. Mais il y a finalement peu d'études randomisées, c'est-à-dire des études dans lesquelles on va comparer des patients qui reçoivent le traitement et des patients qui ne reçoivent pas le traitement. Et puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait absolument s'intéresser aux aspects émotionnels et l'anxiété, puisqu'il y a vraiment un impact de l'anxiété sur l'intensité des symptômes. Alors pour choisir l'application, comme souvent, ça se fait par des rencontres. Et on a eu l'occasion de découvrir cette application d'auto-hypnose qui a été développée par une neuropsychologue qui travaille dans le centre de la douleur de l'hôpital Robert Debré.
pourquoi ça nous paraît important d'évaluer des applications, parce que finalement, on peut se dire que les gens pourraient essayer les applications, voir si ça marche et si ça ne marche pas. Il y a vraisemblablement peu de chances qu'une application fasse du mal, pour être tout à fait sincère. En revanche, ça peut être vraiment une perte de chance si les gens ne sont pas guidés dans le choix de leurs applications, parce que c'est quand même très contraignant. Vous verrez dans le protocole, c'est une utilisation quotidienne. Et si on laisse les familles choisir elles-mêmes, elles peuvent utiliser beaucoup d'applications inutiles avant de trouver la bonne. Alors nous, on s'est intéressé à l'hypnose parce que c'est une technique qui est déjà largement utilisée dans le traitement de la douleur, qui a été appliquée dans quelques pathologies plus générales sur le plan de la santé psychique. Et on y voit un intérêt dans le TDAH parce que ça réduit l'excitation. Les enfants qui ont un TDAH sont souvent très excitables, ils sont très sensibles à l'atmosphère générale, et ça diminue l'hyperréactivité et donc l'impulsivité, c'est-à-dire la tendance à réagir, à surréagir dans un certain nombre de situations. Et il y a quelques études qui nous ont fait penser que ça pouvait être intéressant. Chez l'adulte notamment, il y a des gens qui ont montré que l'hypnose permettait un effet sur la connexion neuronale de manière générale, et que l'hypnose avait un effet qui touchait les mêmes aires cérébrales que celles qui sont altérées dans les troubles de l'attention. Et puis, il y a une étude qui a montré des résultats prometteurs de l'hypnose vraiment chez des adultes avec un TDAH. Donc nous, on a choisi d'évaluer l'application Hypnotidou. C'est une étude monocentrique, ça veut dire qu'on l'a fait uniquement à Necker, chez des enfants qui sont recrutés au sein du centre référent de troubles du langage et des apprentissages, dont s'occupe donc Madame Grosmaître, âgés de 7 à 11 ans. Et l'objectif, c'est d'évaluer l'utilisation régulière de l'application, puisque bien évidemment, ces applications n'ont vraisemblablement pas d'effet quand elles ne sont pas utilisées régulièrement. Et donc, il s'agit d'un financement de la commission de recherche clinique de la PHP. Donc, c'est un essai randomisé. On aura deux groupes. Un groupe qui va utiliser cette application de façon très régulière, puisque c'est 5 jours sur 7, et un groupe qui aura le traitement habituel. On a choisi de ne proposer le traitement qu'à des enfants qui ont déjà un traitement par méthylphénidate pour éviter des confusions. Et chez ces enfants, on va utiliser une échelle qui est très utilisée, qui s'appelle l'échelle de Conners, pour évaluer la diminution des symptômes. Et ce à quoi on s'attend, c'est une réduction des symptômes d'inattention et d'anxiété chez ces enfants. Voilà. Merci infiniment, Pauline et Nathalie. Mais je vais peut-être proposer que vous reveniez tous les 6 pour répondre aux questions de la salle. Il y a que 3 services. Voilà. Bon, voilà. Alors, dites-nous vos questions. Vous avez... Monsieur là. Ouais, c'est ça. Merci, bonjour. J'ai une question. J'ai souvent entendu parler de TED, des troubles envahissants du développement. C'est juste pour ma compréhension, quelle est la différence entre ce que vous avez exprimé et ce que j'ai pu entendre ? Alors, c'était un ancien terme utilisé pour parler plutôt des troubles du spectre autistique. Aujourd'hui, il y a différentes catégories de diagnostic. Il y a une nouvelle catégorie de diagnostic, par exemple, qui sont les troubles de la communication sociale. Merci. C'est un peu tard maintenant parce que j'ai eu un enfant moi qui était dyslexique et qui était hyperactif et qui avait des troubles du langage, mais finalement qui s'en est bien sorti, mais qui a vécu des périodes d'harcèlement moral très important à l'école, qui avait été décelé par une professeure comme étant un QI verbal très bas, mais un QI potentiel assez haut. Et on était un petit peu dépourvus, donc un peu quelles sont les actions vis-à-vis des parents pour pouvoir gérer ça. Donc, vous parlez beaucoup effectivement de diagnostic, mais après, quand on doit accompagner les enfants, j'ai eu le cas effectivement de remarques de professeurs qui n'étaient jamais assez contents, qui n'étaient pas du tout encourageants, et ça c'est
Et donc, comment on peut agir par rapport à ça? Un peu, qu'est-ce que vous recommandez? Point de vue de neuropédiatre, et peut-être que vous aurez le point de vue du pédopsychiatre. Je pense que la première chose, c'est de mettre des mots. C'est-à-dire que tant qu'on dit que les enfants sont maladroits ou parlent pas bien, eh ben, ils sont en difficulté. Je pense qu'il faut clairement annoncer les choses aux parents en disant que c'est un problème de neurodéveloppement, c'est une véritable maladie, mais qu'on peut très bien vivre avec cette maladie et s'adapter. À partir du moment où on annonce les choses aux familles, qu'elles l'acceptent et que c'est annoncé au corps enseignant et qu'on met en place des aides, les choses se passent beaucoup mieux. Tout le problème des enfants qui ont du mal à s'insérer, c'est qu'en fait, on ne fait pas le diagnostic et on les prend soit pour des paresseux, soit pour des maladroits, soit pour des bêtes, comme vous voulez. Mais à partir du moment où c'est dit, les choses vont beaucoup mieux. Il y a des moyens de faire des projets d'accueil individualisés, il y a moyen de mettre en place des dossiers MDPH où il y a écrit handicap, mais c'est un handicap, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de doute, c'est une difficulté, mais ces enfants peuvent vivre avec. Donc je pense qu'annoncer et prendre en charge et nommer les choses, c'est probablement la meilleure chose qu'on peut faire avec ces familles. Je viens juste rajouter. Et peut-être aussi faire ce que vous aviez cité, de la médecine un peu de point fort et de s'appuyer sur les compétences, qui est souvent une grande aide. Et ça, c'est... Voilà. Et aussi, il y a beaucoup maintenant de pédagogie qui est fait auprès des enseignants. Je pense que les choses ont beaucoup changé et ce sont des problèmes qui sont mieux connus, même s'il y a encore un grand chemin. Mais je pense que voilà, ça évolue beaucoup. Moi, si je peux ajouter une chose, juste il y a des programmes, c'est les programmes de psychoéducation dont je parlais tout à l'heure, qui se sont développés, qui existent et qui malheureusement en France ne sont pas suffisamment répandus. Et je pense que s'il y a une action de militantisme à avoir, c'est de faire en sorte que les services, d'une part, aient les moyens de se former, et d'autre part, aient les personnes ressources pour pouvoir les faire. C'est vrai qu'on s'intéresse quand même de plus en plus à l'accompagnement des parents pour qu'ils puissent accompagner leur enfant. Alors il ne s'agit pas de tout transférer aux parents et que les gens se retrouvent tout seuls, mais ces programmes d'accompagnement aident vraiment beaucoup les familles. Il y a des gens qui peuvent être hyperactifs et qu'au fur et à mesure, les choses s'améliorent sur la durée, mais souvent la confiance en elles de ces personnes est entamée. Même si sur le futur ça s'améliore, est-ce qu'il n'y a pas d'âge? Est-ce qu'il y a des choses à faire encore quand on est adulte? Alors certainement, en particulier quand les troubles sont sévères. Il faut savoir qu'il y a un centre référent à la Pitié-Salpêtrière pour les adultes qui reçoit des adultes pour des suspicions d'autisme, mais aussi pour des troubles multidis ou TDAH un peu sévères quand même, je pense. Et ce type de centre donne beaucoup de conseils aussi de job coaching et comment dire, mis en place un annuaire avec un réseau de personnes qui peuvent assurer ce type d'accompagnement. Et puis la psychothérapie est quand même une ressource très importante. Maintenant, c'est coûteux. Voilà. Je pense que c'est des personnes qui sont en perpétuelle compensation. Et en fait, une fois qu'ils se sont adaptés, qu'ils sont dans les professionnels, ils partent du principe qu'ils sont guéris. En fait, ils sont dans la compensation et je pense qu'effectivement, une prise en charge adulte, elle est aussi indiquée que chez l'enfant, même si on s'est adapté. Si on a effectivement des troubles, évidemment. Merci. Bonjour, j'ai une question, je m'excuse si elle est un petit peu naïve parce que je ne suis pas du milieu, mais c'est quoi exactement l'hypnose? Qu'est-ce que vous faites en fait concrètement? Alors, donc l'hypnose, c'est une technique très ancienne qui, en principe, n'était pas pratiquée avec une application. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des applications de méditation en pleine conscience. Ça peut s'en rapprocher un petit peu. Ce qui est particulier avec cette application-là, c'est qu'il n'y a pas d'image. Et c'était volontaire puisque ça s'adresse justement à des jeunes enfants. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre à distance les pensées et de se recentrer sur le vécu corporel. J'ai une petite question qui fait un peu écho à celle-là. Vous avez parlé de l'hypnose pour les adultes, pour le TDAH. Est-ce que ça fonctionne également pour les enfants? C'est très peu étudié parce qu'il y a très peu d'hypnothérapeutes. D'accord. Merci. Oui, bonsoir. Une question un petit peu plus générale. On se rend compte du travail monstrueux qui reste à faire malgré tous les efforts que vous faites et on vous en remercie. Il ne s'agit pas de parler de compétition, mais quelle est la place de la France dans le monde, dans ce domaine, et où est-ce qu'on en est en termes de coopération
européenne et mondiale. Désolé. Non, ça marche. Oui. Sur le plan de la génétique, c'est vrai que c'est un plan, c'est une dimension très importante. Que la génétique est un domaine qui est hautement collaboratif et qui repose beaucoup sur les collaborations internationales. Où c'est qu'en est la France par rapport au reste du monde, bon, c'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que jusque-là, il n'y a pas énormément de travail qui a été fait sur les bases génétiques de ces pathologies, et notamment de la dysphasie sur laquelle on travaille. Donc, je ne pense pas dire que nous sommes en retard, mais je pense que globalement, mondialement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vais quand même pas répondre, je ne sais pas. Je pense qu'on a un système scolaire qui est extrêmement exigeant, et donc c'est vrai qu'on est très différent des Allemands ou des Anglo-Saxons. Notre école n'est pas forcément inclusive, donc j'ai plutôt envie de dire qu'on est plutôt en retard. Et l'inclusion scolaire, elle dépend vraiment du système scolaire, parce que ces enfants, finalement, leur porte d'entrée, c'est la difficulté scolaire. Donc en fait, la prise en charge, elle dépend vraiment du système scolaire. Et donc c'est clair que on est plus en difficulté parce qu'on a un système qui est extrêmement bridé, avec des exigences qui sont très pointues et peu de tolérance sur l'enfant différent, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a peu de collaboration européenne parce qu'on a des systèmes scolaires qui sont très différents, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place justement envers le système scolaire pour pouvoir aider à dépister, aider les parents et puis avoir du retour et faire quelque chose de, j'allais dire, de cohérent, de plus large et de plus efficace? Alors, moi, je vais vous parler comme un docteur. Peut-être qu'à l'échelle politique, c'est différent, mais aujourd'hui, on est pragmatique et c'est des projets d'accueil individualisés qu'on fait pour chaque enfant avec un projet pédagogique adapté à la difficulté. Aujourd'hui, on en est là. On n'est pas en train de changer le système scolaire pour les enfants 10. Pas à ma connaissance. Mais le repérage par les enseignants a quand même considérablement évolué. Et ce qui s'appelle les plans d'accompagnement personnalisés, qui sont des tableaux assez simples à remplir avec des applications des aménagements qui sont assez simples à faire pour les enseignants, se font de plus en plus facilement. Ça reste souvent compliqué. Il y avait une question sur la place aussi dans la compétition de la recherche, derrière votre question, je crois aussi, pas uniquement dans le soin. Peut-être si Valérie et Nathalie voulaient en parler, parce que la recherche en génétique, elle a cela d'original, c'est qu'elle est aussi compétitive, il faut trouver vite, bien, rapidement, valoriser, etc. Et c'est absolument essentiel, que collaborative par essence, parce que les enfants que vous ont montré, Nadia et Clotilde au début, puis ensuite Valérie et Vincent, l'imagerie sur IRM avec combien il y avait d'enfants? Tu as 20 enfants. Mais c'est alors ça oui. Il parle de cohorte, mais c'est tout petit. Oui, mais c'est des cohortes où vous avez 6 talents incroyables, et ça c'est notre chance. C'est notre chance, c'est de réunir des talents, Imagine et Necker, qui chacun pour leur part sont les meilleurs de la discipline. Et je dis pas ça parce qu'ils sont là. Hein. Pas du tout. Et ça, c'est quand même notre chance à jouer. Et deuxièmement, quand on a cet alliage de talents, alors le phénotype, c'est le mot barbare des généticiens pour les signes cliniques, les signes d'imagerie, vous allez en parler, est excellent. Et ce qui sort en génétique ne peut pas être mauvais. Et ça, c'est un vrai trésor dans la compétition internationale, cette alliance de talents cliniques, d'imagerie, biologie, génétique, soins, prise en charge, biomarqueurs suivis. Ton impression sur les... C'est exactement, je voulais rebondir effectivement là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des papiers qui ont été faits sur génétique et base du langage. Effectivement, Vincent a dit que ça a été très peu exploré. Mais ces papiers, quand on regarde vraiment en détail, les patients qui ont été inclus dans les études, je dirais entre guillemets, ça se dit pas, il y a un peu tout et n'importe quoi, tout est mélangé, vous voyez. Donc là, il faut voir effectivement que nous, on est sur quelque chose de très spécifique. Et ça, c'est aussi un peu qui fait effectivement notre force, je dirais, à Necker, et puis effectivement en France, d'en rentrer effectivement dans des portes d'entrée cliniques très spécifiques, très bien, le terme barbare phénotypé, et pas mettre un peu des grosses séries, beaucoup de patients, mais au fond... qui veut comparer, effectivement, mettre des pommes et des poires ensemble. Voilà, c'est entre guillemets. Et ça c'est très important et ce qui fait un peu notre force.
Non, t'es d'accord. Je vais rajouter parce que Stan m'a demandé de raconter tout ça. Mais en imagerie, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que dans l'autisme, on n'a pas trouvé pendant très longtemps d'anomalies parce qu'en fait, il y avait des enfants qui ne se ressemblaient pas les uns les autres. C'est-à-dire, c'était des troubles autistiques, on appelait ça TED, avec épilepsie, sans épilepsie, d'autres avec un retard mental important, d'autres pas. Et donc, en fait, on ne trouvait rien parce qu'en fait, ils étaient trop hétérogènes. Et donc, en fait, c'est notre force à Necker, effectivement, d'avoir des enfants qui se ressemblent avec une même clinique, ou à peu près, une même génétique. Et là, on peut retrouver un peu le substratum commun, je pense. Juste une anecdote. La semaine prochaine, il y a lieu à Los Angeles la Société américaine de génétique. On va s'y retrouver, je pense, Vincent, peut-être certains de vous. Et c'est vraiment le grand Raoult. Il y a 5-6 000 personnes. Avant le virus, une avant-dernière session, il y avait une grande session sur les troubles autistiques et il y a une communication vraiment écrasante. Vous savez, on dit j'ai 3000 dossiers de troubles autistiques et c'était vraiment impressionnant. Puis non, ouh là là, on est largué, quoi. Et puis quelqu'un a posé la question, comment avez-vous classé ces enfants et ces jeunes? Oh, c'est facile. Sévère, moyen, léger. Voilà. Et ça les fait rire. Parce que on va rien trouver. C'est un des grands syndromes de la génétique. Ça a été discuté ce matin par Françoise Clergy. C'est le syndrome Guigaud. Garbage in, garbage out. Vous mettez n'importe quoi au départ, il ne sort pas grand-chose d'intéressant à l'arrivée. Là, elles sont l'anti-Guigaud, ils sont l'anti-Guigaud. D'autres questions? Oui, pardon. Oui, bonsoir. Merci et bravo pour ces éléments et cette recherche. Un petit peu sur le même thème, j'ai noté ou cru comprendre que ces troubles affectaient 2% de la population à peu près, en tout cas identifiés, pour 10% des 3 à 10, et 10% des coûts de la sécurité sociale en France. Mais quelle est la part de recherche et d'investissement des grands labos internationaux sur ces troubles? Bien moindre que dans le cancer. D'où le problème. Je pense qu'il y a aussi une question d'organisation de la recherche. C'est qu'elle repose aussi sur beaucoup de paramédicaux. Je pense qu'on a insisté sur la recherche en génétique, la recherche en imagerie, la recherche thérapeutique, la recherche en hypnose. Mais c'est des enfants qui voient aussi des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens. Et ces personnes-là ne sont pas forcément des personnes avec lesquelles on collabore de façon extrêmement active. Et on a tout un réseau de soins et de recherche à mettre en place avec eux parce que c'est les personnes qui les voient le plus au quotidien. Donc il y a toute une organisation là-dessus à faire. Et partout, partout dans le monde, c'est pas seulement nous. Et puis pour un certain nombre d'enfants avec un trouble 10, c'est aussi un handicap un peu invisible. Et on a commencé à faire de la recherche plutôt sur des maladies beaucoup plus sévères, beaucoup plus visibles. Je pense que c'est aussi ça. On n'a pas commencé là, en tout cas en génétique, par explorer les troubles 10. C'est l'avenir, on est dans l'avenir. On est dans l'avenir. Oui, j'avais une petite question. Alors vous y avez un peu répondu tout à l'heure sur les séries, en fait, en matière d'analyse et de compréhension en fait, des troubles. Là aujourd'hui, vous partez sur des petites séries en ayant des séries caractérisées, extrêmement spécifiques. L'objectif, j'imagine, à terme, c'est d'élargir ces séries. Comment vous comptez faire à terme pour essayer de généraliser potentiellement les conclusions que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Comment vous allez extrapoler, si vous pouvez extrapoler, sur les premiers enseignements que vous avez pu tirer de vos recherches? Oui, mais on va augmenter le nombre effectivement de patients inclus dans les cohortes, déjà effectivement avec des patients bien, entre guillemets, phénotypés. C'est ce qu'on disait effectivement, on a déjà des résultats, nous, pour effectivement qui concernent les troubles spécifiques du langage oral. On a des résultats préliminaires que je vous ai montrés qui sont déjà extrêmement intéressants, puisqu'avec des lésions génétiques qui sont communes à d'autres troubles neurodéveloppementaux, mais il faut effectivement reproduire un peu ces résultats. Donc il faut élargir le nombre de patients effectivement explorés. Et c'est là effectivement où on a besoin de vous pour pouvoir faire ces tests génétiques qui sont encore coûteux. C'est des études de génome entier qui sont longs évidemment d'analyse, mais il faut augmenter le nombre de patients dans les cohortes. Mais le recruter, c'est par la communication scientifique. Quand on a des résultats préliminaires, on les publie. Et donc, on attire des nouveaux patients par notre communication scientifique en disant, voilà, on a réussi, donc venez. C'est comme ça qu'on fait. Oui. Bonsoir. Merci pour la conférence, d'abord. Alors, moi, dans ma famille, j'ai 4 dyslexiques. Il y a ma sœur, mon frère, qui est présent tout devant, et 2 cousins. Et ces 4 personnes, ce sont aussi les 4 gauchers de la famille. Est-ce que c'est un rapport ou pas du tout? C'est un pur hasard? Non. C'est tout, merci. Probablement pas.
Bonsoir. Vous avez parlé de mutation génétique, donc je voulais savoir, est-ce que ces mutations génétiques s'expliquent par des facteurs environnementaux ou c'est simplement l'aléa de la génétique qui fait que ça se manifeste chez certains et pas chez d'autres? Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui interviennent? Non, d'autres facteurs, hein. À ce niveau-là, non, on ne pense pas qu'il y ait des raisons particulières à ces mutations génétiques en comparaison avec d'autres pathologies, non. Qu'il y ait des interactions entre l'environnement et la génétique, oui. Mais ces mutations arrivent comme elles peuvent arriver dans n'importe quelle maladie, et il n'y a pas de raison particulière dans le cas de ces 10 à ces mutations et à ces variations génétiques. Après, oui, non. Après, il y a ce qu'on appelle donc les mutations de novo, qui sont beaucoup rapportées dans les troubles du neurodéveloppement. Et il y a des influences il y a des paramètres qui peuvent les influencer, comme l'âge des parents. Et ça, voilà. Et c'est pas spécifique aux 10, c'est quelque chose qui est général pour ces mutations dites mutations de novo. Alors là, ce sera dans le cadre de l'influence environnementale qui va interagir avec la génétique. Mais bon, là, c'est une question encore plus complexe. Il y a l'alimentation. C'est pas ça qui va faire la mutation. On a beaucoup parlé du syndrome des écrans, dont il n'a pas du tout été possible de démontrer qu'il existe. Maintenant, on est quand même tous à peu près convaincus qu'une utilisation massive d'écrans a vraisemblablement un impact sur le développement. Maintenant, on peut s'interroger aussi sur le fonctionnement familial qui conduit au fait qu'un enfant a une consommation massive d'écran. Et donc, voilà, de l'impact aussi de facteurs environnementaux autres. Et le problème est que c'est tellement répandu, développé, difficile à quantifier, que, à mon avis, c'est pas tout de suite qu'on va avoir des réponses. J'ai une question. Quand on parle génétique, ça me rappelle mes cours de bio et ça remonte à très longtemps. Est-ce que, pour le coup, ça peut induire qu'il y a un caractère héréditaire dans ces pathologies? Oui, complètement. Donc ça fait partie des choses que l'on étudie. On a à la fois des familles qu'on appelle multiplexes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs enfants atteints au sein de la même fratrie, et il y a des cas sporadiques où il y a un seul enfant atteint. Et clairement, pour ces cas où il y a plusieurs enfants qui sont atteints, on suspecte l'implication de variations génétiques qui sont héritées des parents. Mais l'hypothèse que l'on fait, c'est qu'on ne trouve pas une transmission comme on pouvait trouver classiquement les transmissions simples, monogéniques. On n'arrive pas à trouver en général ce genre de cause. On suspecte plutôt l'implication de finalement un certain nombre de variants qu'il est difficile de déterminer, un certain nombre de variations qui vont finalement s'accumuler quelque part ou se combiner pour amener au phénotype, c'est-à-dire à la maladie. Donc c'est quelque chose que l'on étudie, mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on n'arrive pas à expliquer aussi facilement que dans d'autres maladies neurologiques, par exemple. Mais dans certains cas, il y a des mutations qui peuvent apparaître spontanément chez le patient, donc des mutations de novo qui ne sont pas présentes chez les parents. Alors, on n'a pas toujours, tous les jours la chance d'avoir accès à des chercheurs comme vous, aussi talentueux. On est tous un peu alimentés par des objectifs très court terme. Je voudrais savoir, dans la tête d'un chercheur comme vous, dans quel espace-temps vous travaillez et c'est quoi la notion d'un objectif? Alors pour nous, c'est des comptes de résultats, des ventes, des choses comme ça. Comment en fait, votre ambition, elle se dessine dans le temps? Et comment enfin, je ne sais pas si ça existe dans la tête d'un chercheur ou pas, et comment ça se matérialise? Si, quand même, non, on a des objectifs, clairement. Bon, c'est un peu, il y a un dicton qui disait publish or perish pour les scientifiques. C'est-à-dire qu'on est beaucoup évalué sur notre capacité à publier, donc à écrire des articles scientifiques dans des journaux prestigieux dans la mesure du possible, et c'est un des critères principaux de notre évaluation. Donc là, après, ce qui est pas simple, c'est justement de viser un peu le paramètre des études que l'on réalise. À quel point est-ce qu'on veut être ambitieux? À quel moment c'est important de publier les résultats? Est-ce qu'il faut attendre pour en avoir plus? C'est des questions qui ne sont pas toujours évidentes à évaluer. Mais
L'idée, c'est qu'un projet de recherche peut durer 1 an, 3, 4 ans. Bon, voilà, c'est dans ces variables-là. Je veux bien ajouter une chose. Je pense qu'il y a une grande différence entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. Et que quand on travaille dans le domaine de la recherche clinique, je pense qu'il y a vraiment l'idée de développer une idée qui permette d'avoir un impact rapidement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait eu de la recherche fondamentale avant. Vous avez évoqué, en tout cas écarté une corrélation entre dyslexie et gaucher. Est-ce qu'il existe une corrélation entre dyslexie et haut potentiel ? Non, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que des enfants dyslexiques qui ont un faible potentiel ou potentiel moyen et rapidement des difficultés plus globales, et que donc on repère mieux les enfants qui ont un haut potentiel, parce que finalement le décalage entre leurs difficultés 10 et leur capacité d'adaptation au quotidien est vraiment flagrante. Donc le diagnostic est beaucoup plus facile à faire en quelque sorte. Merci. On va peut-être passer au mot de la conclusion avec Nicolas, Eric et Stanislas. Merci beaucoup. Bien écoutez, pour reprendre le petit mot de Nadia, donc merci d'avoir voyagé dans la galaxie des multidis avec nous ce soir. Donc le premier objectif, c'était d'informer. Donc merci à tous les chercheurs d'avoir mis une partie des informations que vous avez à notre disposition et d'avoir vulgarisé une partie. Alors tout n'était pas vulgarisable. Comme le disait Nicolas, je ne suis pas sûr qu'on a tout compris, mais au moins on saura ce que sont les multidis. Donc le premier objectif, c'est de vulgariser, d'informer, pour être capable d'en parler, pour notamment favoriser la détection. Et donc notre idée, c'est de mailler le plus possible. Toutes ces recherches ont quand même une finalité, c'est de favoriser l'inclusion sociale, parce qu'en fait, tous les enfants dont on a parlé un jour deviennent adolescents puis adultes et se trouvent souvent à l'écart de la société. Et donc ça, c'est la chose qui rend finalement ces ambitions de recherche louables, c'est que la finalité, c'est quand même de trouver une place à chacun dans la société. Et plus tôt on détecte, plus tôt on est capable de finalement pas forcément de trouver un malade, puisqu'il n'y a que 50% des enfants, si je ne dis pas de bêtises, qui passent par l'Institut Necker, qui finalement auront un nom sur une pathologie. Ce sont des maladies rares. Mais donc on est capable d'accompagner, et on parlait de psychothérapie, d'ergothérapie. Donc l'ambition, c'est le plus tôt possible de pouvoir apporter un accompagnement, d'aiguiller les parents, d'aiguiller la sphère d'un enfant, d'un jeune adulte, pour lui donner une place dans la société. Donc l'information est importante, parce qu'on veut mailler finalement le plus possible cette capacité, on va dire, à resserrer les mailles du filet pour à un moment donné arriver à capter le fait qu'un individu a besoin d'un accompagnement. Donc merci d'avoir fait cet effort de rentrer dans cette galaxie pour nous aider à transmettre ce message. Le deuxième point, je voudrais remercier ValueMen qui a accepté de rejoindre les équipes Viséo et l'ensemble des équipes ValueMen pour nous accompagner dans notre trajectoire. Donc merci Nicolas, merci à ValueMen, puisqu'on l'a dit, au-delà de la diffusion de l'information et de la dynamique un peu didactique de cette initiative, on cherche aussi des fonds. Donc on peut aider en communiquant, mais on peut aider aussi en donnant. Donc utilisez vos réseaux. Donc on est tout à fait ouvert à accueillir d'autres sociétés et d'autres collaborateurs de ces sociétés dans notre écosystème pour continuer à accompagner les merveilleux chercheurs que nous avons vus ce soir dans leurs initiatives. Voilà, Nicolas, je te laisse le mot de la fin si tu veux, ou Stanislas. Je vais laisser le mot de la fin. J'ai pas grand-chose à ajouter, cher Eric, parce que tu l'as fait brillamment comme toujours. Moi, je voulais juste vous remercier, tout simplement, parce que j'ai participé à cette conférence avec beaucoup d'humilité. Je voulais vous remercier pour votre engagement, parce que je sais que vous ne comptez pas vos heures, vous ne comptez pas vos journées, vous ne comptez pas vos semaines, vos week-ends, à œuvrer, à travailler à la recherche, à aider des centaines, des milliers d'enfants en France et à travers le monde, parce que l'Institut Imagine, le professeur lyonnais reste toujours extrêmement humble et modeste, mais c'est un institut extrêmement puissant, qui a une place importante, qui réunit plein de talents. J'ai eu l'occasion et la chance d'en côtoyer quelques-uns avec Eric et plein d'autres. Voilà, vous remercier d'être venus aussi nombreux. On sait que c'est pas évident
de réunir sur un sujet qui peut paraître parfois un peu abstrait, complexe, difficile à appréhender. Le fait que vous soyez aussi nombreux ce soir, c'est déjà pour nous une grande victoire et je l'espère pour vous, mesdames et messieurs, une marque de reconnaissance aussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi notre manière de communiquer, de faire évoluer la société, d'apporter notre petite contribution. Voilà, mais je pense que c'est toutes ces petites contributions qui font la force et qui donnent aussi la force, je pense, je crois, combien de personnes, professeur Lyonnais, au total à l'Institut ? Dans l'Institut travaillent en général chaque jour 350 personnes et il y a 550 affiliés, 550 badges si vous voulez. Bon, voilà, donc c'est quand même, c'est bien. C'est bon, vous voyez, c'est un beau projet. Voilà, et c'est vrai qu'on dit que toujours, nous on en parle quand on est entrepreneur, quand on se fait parfois quelques déjeuners, quelques réflexions, tout semble impossible. Vous savez, dès qu'on veut essayer de transformer la société, on dit que c'est pas possible. Voilà, dès qu'on veut inventer quelque chose de nouveau, c'est pas possible parce que ça n'a pas existé. Voilà, on est toujours dans cette espèce de ligne droite. Voilà, l'Institut Imagine, c'est pas une ligne droite. C'est des centaines de ramifications, des centaines de tests. Je me souviens d'ailleurs, une des questions que j'avais eu le plaisir de vous poser, c'est que on peut parfois travailler pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans dans une orientation qui va aboutir à rien. En fait, ça aboutit à énormément parce que ce rien permet d'accentuer d'autres efforts sur d'autres ramifications qui, elles, vont permettre de faire évoluer la société et donc de guérir demain et donc de permettre à des dizaines, des centaines, des milliers d'individus de pouvoir s'insérer dans la société, de vivre dans la société. Et la solidarité nationale, eh bien, c'est ça. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Un immense merci. J'en profite pour remercier aussi très humblement mes équipes et particulièrement Elisabeth et Shirley qui ont travaillé depuis de longues semaines pour organiser. Voilà. Merci encore une fois d'être venus aussi nombreux. On vous souhaite une très belle soirée et je crois qu'on vous attend sur le dernier étage, c'est ça ? Au 7e étage. 7e étage. Vous allez voir, c'est magnifique. Vous aurez de quoi vous restaurer. Le rooftop. Voilà. Professeur, je vous laisse... Merci infiniment, très, très rapidement. Moi, j'ai été très touché de mes collègues d'abord, donc je me tourne vers eux pour les remercier vraiment du fond du cœur parce qu'ils vous ont montré quelque chose qui est très, très fort. C'est que comment dirais-je, c'est une recherche qui est aussi humaine. Vous avez vu qu'ils parlent de cohortes, de séries, mais en fait, chacun de ces enfants, ils les connaissent intimement. Et ça je crois que ils soignent, ils étudient, ils imagent, ils expertisent et ils font des essais thérapeutiques, non pas sur des cellules ou des numéros ou des génomes, mais sur des enfants. Et ça s'est senti très très fortement. Et inversement, leur recherche devient consubstantielle à la prise en charge. C'est aussi une notion, je crois, intéressante. Beaucoup de vous, dans les questions, et vous deux, avez parlé de l'accompagnement général, la prise en compte globale. La recherche est un des éléments. C'est un petit élément, mais il fait partie de se savoir inclus. Le mot est intéressant, inclus dans une cohorte, se savoir inclus dans une recherche. C'est déjà un petit truc, vous voyez, c'est de dire je fais partie d'eux, je suis dans un ensemble. Et ça, il vous l'ont montré avec beaucoup de talent. Merci à tous les 6, merci à Laurent et ses équipes qui ont organisé ça. Et puis merci à vous deux, parce que vous avez dit, là aussi, sur la fin, une chose très importante, il n'y a pas que l'argent. Et c'est très important, il y a aussi faire savoir ce qui se passe. Et vous nous y aidez ce soir à dire à d'autres ce qui se passe, ce dont on a besoin. Vous savez, dire ce qu'on fait et essayer de faire ce qu'on dit, c'est déjà énorme. La crise pandémique nous a montré que ce n'était pas toujours le cas. On essaie de dire ce qu'on fait et on essaie de faire ce qu'on dit. Merci ce soir de nous en donner l'occasion. Bravo à vous deux. Merci.